Madusimbe, Dusinoe, Madusimbe, Dusinoe, Aetinae, Etinae, Aetinae, Etinae, Aetinae, Etinae, Aetinae, Etinae. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Philippe Lenef. Je me suis rendue à sa rencontre et j'ai le grand plaisir de l'interviewer aujourd'hui pour vous. Bonjour Philippe. Bonjour Christine. Alors je dois vous dire que Philippe m'a accompagnée en soins avant cette interview et je voulais vous partager ce moment parce que ça a été très libératoire. C'est une expérience magnifique, c'est très, très en douceur dans l'accueil et je recommande chaleureusement. À présent, je vais me tourner vers lui pour lui poser des questions pour que vous le connaissiez si vous n'avez pas encore eu le temps de vous renseigner à son propos. Philippe, j'aimerais que tu nous dises, Philippe, est-ce que tu te présentes comme un chaman, un homme médecine, un être humain? Le seul truc qui est écrit quelque part, c'est ingénieur. Ingénieur, ouais. Ça, c'est vraiment écrit. Tu Le reste, parles un peu de ta vie alors du coup. le reste, je pense que j'ai développé des talents, des compétences, etc. Et puis les mots qu'on met dessus, d'abord aujourd'hui il y a tellement de personnes qui se disent chaman de telle et telle et telle et telle origine, etc., que ça finit par plus vouloir rien dire. Oui. Donc, par contre, dans les talents que j'ai développés, il y a notamment beaucoup de médiumnité et de capacité à percevoir la souffrance de l'âme qui est emprisonnée dans les contractions de l'ego chez les gens quand je les touche. Voilà, alors, je ne sais pas si ça s'appelle chaman ou pas, hein, peut-être ou pas, mais ça c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est cette compétence qui s'est révélée au fil des années et qui fait que maintenant je suis très impliqué dans un désir qui est le mien, de partager avec les autres des espaces pour laisser respirer l'âme et qu'elle se sente enchantée d'être là. Voilà. Et est-ce que tu peux revenir sur ton parcours pour nous expliquer vraiment pour toi des moments charnières, des moments qui t'ont amené à cette méthode que tu emploies à présent? Donc tout a commencé lors d'un premier mariage. J'étais marié quelques fois. Ouais. Et là j'avais une trentaine d'années, je venais de me marier. Et jusque-lors, j'étais ingénieur, guitariste de rock, je faisais des sports un peu extrêmes et tout allait bien en surface. Hein. Et puis le mariage a tourné à catastrophe, mais ça a surtout révélé à quel point moi j'allais pas bien. Donc le mariage a servi d'effet miroir, de miroir grossissant sur une enfance assez difficile au niveau affectif. Hein, et tout s'est manifesté au moment où, lors de cette séparation-là, je suis parti skier, j'ai raté un saut à ski et je me suis retrouvé atteint de paralysie partielle à la jambe gauche et où les interventions médicales en fait ont aggravé la situation. Donc après mon saut à ski, j'avais des douleurs, après les interventions médicales, j'étais paralysé. Donc je me suis enfui de l'hôpital, j'ai dû signer une décharge, je ne sais plus quoi, je me suis enfui de l'hôpital et puis j'ai dû commencer à chercher dans des espaces que je ne connaissais pas puisque en tant qu'ingénieur, j'ai travaillé dans une centrale nucléaire, donc j'étais hyper cartésien et je me rendais compte que tout ce que je connaissais jusque-là n'allait pas me sortir de l'endroit où j'étais rendu. Et puis j'ai commencé à faire des rencontres et on a commencé à me parler de choses et d'autres. Et bon, toujours pour la faire brève, un jour je rencontre une personne
qui revient d'un stage de chamanisme et qui, à table, parle de chamanisme, d'animaux de pouvoir. J'entends ça pour la première fois. Ouais. Je pose la question, puis elle me dit « Ah, mais les animaux de pouvoir, il faut des rituels chamaniques, il faut toute une mise en scène pour les découvrir. » Et au moment où elle me parle, je vois arriver une image en superposition avec un loup dans le brouillard et dans la neige qui ne me quitte plus. Et donc, ça a été immédiat. Et puis j'ai commencé à voir des manifestations venant du monde invisible, les esprits, les animaux de pouvoir. Bref, tout ça a commencé à s'y mettre jusqu'à ce que je réalise que ma guérison allait passer par des états de transe fulgurants où je recevais des enseignements liés justement à la guérison, à la compréhension de l'humain, etc. Il y a juste que comme tout ça n'était pas très cartésien pour moi, alors à un moment donné, quand j'ai commencé à apercevoir qu'il y avait des compétences là derrière, là j'ai commencé à aller étudier Jung, Freud et toutes les psychopathologies, etc., etc. Donc j'ai eu des connaissances, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait plein de trucs pour avoir un apprentissage un peu scientifique et cartésien de la psyché et pas que les perceptions que j'avais en état de transe avec les animaux de pouvoir ou avec les esprits. Ça a dû vraiment te chambouler au début quand tu as eu ces premières images. Qu'est-ce que tu as pensé En fait, j'étais très confus et en perdition parce que, bon, c'est il y a une trentaine d'années. Ouais. Il y a une trentaine d'années, tout ce qui est de l'ordre Internet, Facebook, tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait rien de tout ça. La seule personne que je connaissais qui était dans le monde du chamanisme ne comprenait rien à ce qui m'arrivait parce que c'était absolument pas sa sphère d'intervention. Donc, rien ni personne n'a pu m'expliquer ce qui m'arrivait. Les quelques rares bouquins que je pouvais lire, j'ai lu notamment les bouquins de Michael Harner sur le voyage chamanique, ça n'avait rien à voir avec les états de transe dans lesquels je me retrouvais. Donc, la seule chose qui m'a accompagné, c'est qu'entre-temps, je m'étais remarié avec une personne qui n'était pas plus intéressée que ça par tout ce qui m'arrivait, mais par contre avait une sorte de bon sens terrien très bien ancré et qui, tant que je ne risquais rien, me disait « Écoute, je ne sais pas trop t'expliquer comment, mais tu ne risques rien et ce qui arrive, c'est ok, donc continue, si un jour ça ne va pas, je le sentirai, et puis on verra ce qu'on fait à ce moment-là, mais en attendant, tout va bien, donc tu es tout seul à chercher, mais tu peux avancer. » Et donc j'ai avancé seul, et puis après, il y a tout ce qui est apparu du monde du chamanisme, les films, puis les réseaux sociaux, etc. Et puis là maintenant, c'est plus un problème d'avoir des informations, quoi. Mais à l'époque, ça m'a drôlement secoué, et puis ça venait vraiment bouleverser complètement mon background scientifique. Mais en même temps, j'allais mieux. Donc, j'avais pas, j'ai dû négocier, et puis à un moment donné, j'ai arrêté de m'imaginer qu'il y avait deux mondes différents, j'ai tout mis dans le même. Je dis, oui, je suis ingénieur, et puis j'ai des trans foudroyantes qui m'amènent des explications sur la guérison, et ça semble fonctionner, donc c'est bon. Dès le moment où ça devenait reproductible, voilà, je sais ça. C'est vraiment devenu, j'ai fait une sorte d'apprentissage empirique, et au fur et à mesure où ce que je faisais, tant que c'était reproductible, je pouvais me passer des explications. La maîtrise venait progressivement et les effets étaient au rendez-vous de ce que je découvrais de reproductible. Bon, ça me convenait. Et tu parlais de différentes sphères d'intervention chez les chamans. Ils ont des spécialités, les chamans? Comment ça se passe? D'abord, il y a des chamans qui sont initiés dans des traditions chamaniques. Donc, si on va chez les Amérindiens, ils vont rentrer en transe avec des tambours, avec des chants... Le chant chamanique, certains vont prendre des substances entéogènes, mais pas nécessairement. Ils vont beaucoup plus être dans ce fameux voyage chamanique où la personne est allongée, il y a les drums qui jouent, ça a un effet sur les ondes dans le cerveau, ça met dans une certaine prédisposition à faire du rêve éveillé au cours duquel on rencontre des animaux de pouvoir. Dans cette tradition-là. Il y a d'autres traditions, par exemple en Amazonie, les peaux des tambours, elles pourriraient de suite. Donc il n'y a pas de tambour. Donc là, ils prennent de l'ayahuasca, ils prennent des substances et ils ont d'autres formes de perception, d'autres formes de vision et d'autres formes d'entrée dans cet état de transe. En Afrique du Sud, c'est encore différent, mais le résultat, in fine, c'est toujours la personne qui rentre dans des champs de conscience fortement différents de la conscience qu'on a habituellement et qui permet d'entrer en contact avec le monde des esprits pour recevoir de l'aide par rapport à des difficultés qu'on a au quotidien dans la réalité de tous les jours. Alors de nouveau, en fonction de la tradition chamanique dans laquelle on est,
ben, les manifestations viennent sous des formes différentes. Donc, c'est la tradition qui permet de dire, voilà, dans telle tradition, si je vois arriver tel animal, ça signifie ça. Dans telle autre tradition, si je vois tel type de couleur ou tel type de kaléidoscope, ça signifie ça. Donc, chaque tradition a un peu son langage avec ses traductions, ses interprétations. Mais dans tous les cas, il y a cette connexion au monde de l'invisible et au monde de toutes ces forces et consciences qui nous accompagnent et dont on peut recevoir de l'aide si on va demander gentiment. Et du coup, chaman en Europe, t'as trouvé une forme c'est ta propre forme, parce qu'on n'a pas vraiment de tradition chamanique ou alors très ancienne. Oui, alors, suite à mes états de transe, je me suis finalement retrouvé un jour au Brésil et j'ai été initié pendant 30 ans dans une tradition afro-brésilienne de médiumnité, d'incorporation. Mais ce n'est pas du chamanisme, c'est une apparence, on est dans ce monde aussi des esprits et de la transe, mais ça ne porte pas le nom de chamanisme, ça porte le nom de religion afro-brésilienne, Umbanda, Candomblé, Santeria à Cuba, c'est de la transe d'incorporation. Donc en Europe, j'ai rien trouvé à l'époque. Ouais. Et puis, il reste toujours les druides et tout ce qui est celtique. Mais le simple fait d'un peu en lire et d'un peu m'y intéresser, je vois que ça ne correspondait pas à ce qui m'arrivait. C'était vraiment trop loin. Et à partir du moment où j'avais juste ma compagne qui me disait avance tout seul puisqu'il n'y a personne et puisque tu vas découvrir tant que ça va, ça va, j'ai fini par découvrir que se révélait en moi une capacité d'être dans des états de transe sans appartenir à une forme ou à une tradition. J'étais plutôt au cœur de la transe. Donc j'ai réalisé que la transe permettait de faire des libérations d'énergie et des dissolutions de contractions dans la psyché, aussi bien chez moi que chez les gens qui étaient présents quand j'étais dans mes états de transe. Donc tout le décorum a fini par disparaître. Le simple fait d'être en état de transe produisait ça. Et puis après, même les soubresauts et la transe qui pouvaient durer pendant des heures au début, c'était aussi un décorum qui était de trop. Donc au fil du temps, même ce décorum a disparu. Donc par exemple, au début, j'étais en état de transe avec des animaux de pouvoir, je me transformais, j'avais des allures très félines ou très loups, et j'avais des perceptions extrêmement animales. Ça se développait du coup, oui, l'odeur, oui. Et même le fait de renifler des variations d'énergie dans l'atmosphère et tourner les personnes dans certains courants d'énergie pour changer des difficultés psychiques. Bon, mais ça faisait quand même beaucoup. C'était très impressionnant et ça me prenait du temps pour revenir. Alors au fil du temps, il y a eu un moment donné où j'avais plus besoin de passer par là, je prenais juste des cailloux que je jetais sur le sol et je recevais toutes les informations au moment où je jetais les cailloux au pied de la personne. Et puis après, j'ai plus jeté des cailloux, j'ai fait des essaims presque de manière automatique à la craie. Et puis après, j'ai plus rien fait de tout ça, j'ai touché la personne et quand je touche la personne, en 2-3 secondes, j'ai accès à tout ce qui ne va pas au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient chez la personne et on ne voit plus rien. Donc le décorum et les manifestations corporelles ont complètement disparu, on ne voit plus rien et j'ai accès à ces informations-là. Alors c'est évident que ça ne correspond plus du tout à ce qu'on pourrait appeler chaman avec la conception et les images qu'on en a. Et quand je vais travailler avec des chamans, ils sont tous avec leur tradition, avec les costumes traditionnels, etc. Et moi, j'ai rien de tout ça. Mais par contre, le rendez-vous en état de transe, il est au même endroit. On se retrouve tous à cet endroit-là et on est d'accord. Et je suis étonnée parce que je sais que tu es musicien, mais c'est jamais passé par la musique, la transe pour toi. J'ai l'impression, en tout cas. En fait, dans mon initiation au Brésil, là j'ai appris des percussions sacrées pour être en état de transe. Donc la transe avec des percussions, ça je maîtrise aussi et j'ai beaucoup travaillé avec ça. Mais quand je prends la guitare, c'est pour faire du rock. Voilà. Et du coup, la musique, c'est vraiment pour le plaisir. Et ce qui vient, c'est des improvisations. Est-ce que tu peux nous parler de création ? Oui, donc la musique, c'est vraiment resté un endroit de pur plaisir. Et
et puis j'ai commencé, comme j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai commencé à ramener des instruments d'un peu partout. Et ce qui me passionne, c'est surtout les sonorités des instruments. Donc je ne suis pas un très bon musicien, je ne suis pas un très bon technicien. Si je devais payer des heures de studio pour faire une prise, on la referait je ne sais pas combien de fois et il n'y aurait jamais 2 fois la même. Donc du coup j'ai plutôt un studio chez moi et je peux prendre le temps de refaire autant de fois qu'il faut. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est les sonorités, les vibrations des instruments. Et comme j'en ai beaucoup, à un moment donné, ma créativité, elle passe par le fait d'associer une mélodie avec un rythme, avec des vibrations de certains timbres. Et puis, in fine, ça a fini par donner des morceaux. Et puis, j'ai fait un premier CD qui était très, très ethnique. Et puis, qui s'est vendu assez rapidement, au point que là, je viens de complètement le réenregistrer, remixer, remasteriser. Il va ressortir. Et c'est de la musique qui est très inspirée d'instruments ethniques. Donc il n'y a pas de synthé, il n'y a pas de guitare, toutes les prises sont naturelles et tout est acoustique. Mais c'est assez facile à écouter parce que les mélodies sont faciles. Mais au niveau des instruments, c'est tout ce qu'on peut trouver dans toutes les traditions autour de la planète. Et ça, j'aime bien de faire ça. Alors je le fais vraiment pour mon plaisir. Et puis après, il se trouve qu'à un moment donné, sans trop m'en rendre compte, j'ai mis dans ces morceaux-là des ambiances qui me permettent que je les utilise dans mes stages de danse où j'amène les gens en transe avec des musiques. Donc là, pas en jouant des percussions ni en jouant d'un instrument, mais en utilisant des musiques qui font partie du catalogue universel, mais aussi certaines musiques que moi j'ai faites et qui permettent d'accéder à ces états de transe. Oui, tu fais des stages de danse Maori Katane. Oui. Tu peux nous parler des différents types de danse que tu proposes? En fait, la différence entre les danse Maori Katane et j'ai fait de la biodance aussi pendant une trentaine d'années. Ouais. Et puis, à un moment donné, j'ai réalisé que le cadre de la biodance me limitait dans des perceptions que j'avais et dans une manière d'accéder à certains états d'être. Et donc j'ai commencé à développer cette danse Maori Katane avec une équipe, on a une dizaine de personnes. Et c'est maintenant que les gens commencent à entendre parler de Maori Katane, mais ça fait quand même 10 ans qu'on bosse dessus. Donc ça prend quand même du temps. Hein. Et puis il y a surtout le fait... On parle hors frontières ou c'est... Non, que ça commence à être connu du public au travers des stages qu'on fait. Ça fait 2-3 ans que maintenant on trouve des stages régulièrement en Belgique, en France, en Hollande, mais ça fait quand même 10 ans qu'on planche là-dessus. Et dès le moment où on a commencé à travailler sur cette danse, c'est un des esprits avec lesquels je suis en contact très régulièrement qui a commencé à transmettre toutes les informations concernant cette danse qui est devenue entre-temps un chemin initiatique. On peut vraiment faire un chemin initiatique avec cette danse, on en va vraiment très très loin. Et ce qui est vraiment chouette avec cette danse, c'est que si on veut faire un chemin initiatique, il y a beaucoup de background spirituel derrière, mais en même temps, si on a envie d'amener un bien-être immédiat aux personnes en un temps extrêmement court, je peux aller avec une sono sur le quai d'une gare et ça va le faire. Il n'y a pas besoin d'amener tout un enseignement, toute une philosophie. Rien que dans la méthodologie de cette danse-là, ça va amener les personnes dans des états de profond bien-être et de sentiment d'accueil de leur essence, comme chez beaucoup de personnes, ça ne leur est jamais arrivé avant. Par contre, ça prend du temps quand tu veux après acquérir cette technique. Tu peux avoir accès au bien-être et peut-être te reconnecter à toi-même, mais il y a besoin d'un compagnonnage si on veut apprendre en fait comme tes compagnons les techniques. Oui, donc en fait, jusqu'à présent, on n'a pas encore mis en place une formation, mais le confinement aidant, j'ai commencé à recevoir vraiment beaucoup d'injonctions de gauche et de droite et d'informations, et le moment est prêt de mettre au point une formation. Donc avec l'équipe, on a surtout développé en faisant plein d'essais entre nous, et puis chaque fois qu'il y avait des choses qui tenaient bien la route, on offrait des stages au public, mais jusqu'à présent, on a offert que des stages pour venir danser et profiter de ce bien-être-là. On n'a pas encore ouvert cette formation qui est en train de s'écrire quelque part dans ma tête. Donc pour c'est le moment. Un scoop. Oui, c'est tout nouveau, c'est un scoop. À mon avis, entre 6 mois et 1 an, la formation elle sera accessible. Et donc, deuxième scoop, il y a une première partie de cette formation qui va être
axé sur une philosophie de vie, c'est-à-dire Ouais. de comprendre les processus humains avec lesquels on peut de manière autonome organiser sa propre transformation vers plus de bonheur. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut le faire à tout prix tout seul, mais en tout cas, l'approche et la réflexion, oui. Alors, quand ça coince, bon, on demande un coup de main, mais on n'est pas dépendant d'une technique et d'un thérapeute. C'est vraiment une approche très très particulière et qui repose sur la compréhension que moi j'ai eue de mes propres processus et de toute l'auto-guérison que j'ai faite. Et une fois, et donc cette formation-là, elle va prendre 2 ans, et une fois que tout le background philosophique sera vraiment maîtrisé par les personnes, alors il y aura une deuxième phase de méthodologie pour organiser les stages de danse. Parce qu'en fait, ce qui est particulier, c'est que dans cette danse morigatane, il n'y a quasi aucune instruction, il n'y a quasi aucune consigne qui est donnée. C'est vraiment infime, c'est très 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 peu. Par contre, le background, ce avec quoi on regarde les gens quand ils dansent pour donner ces instructions très subtiles justement, le background il est vraiment énorme. Ça veut dire que les gens de l'équipe avec laquelle je travaille maintenant, je leur ai fait faire au fil des années énormément de travail sur eux et comprendre quelle était la philosophie avec laquelle on peut regarder une âme, on peut regarder l'ego, on peut regarder le besoin qu'a l'essence de la personne d'apparaître, le besoin d'accueil et de bienveillance qui est nécessaire pour que ce qu'il y a de plus beau chez la personne puisse s'exprimer. Et tout ça est contenu dans les instructions avec lesquelles on pilote les séances de danse. Mais c'est vraiment infime, il n'y a quasi aucune instruction qui est contraignante. C'est un peu comme si on ouvrait un espace avec un cours d'eau et le cours d'eau il se laisse aller dans la pente. Quoi. Donc, vu de l'extérieur, c'est extrêmement simple l'animation d'une séance de danse. Mais par contre, le niveau de connaissance pour avoir juste le mot qu'il faut pour que ça ouvre les portes à l'insu du plein gré, ça, il faut du background derrière. Et le résultat, c'est que les personnes sont amenées à se retrouver dans des états de transe extrêmement subtil, mais qui est accessible à tout le monde. En 3-4 heures, la plupart des gens qui viennent, qui n'ont jamais dansé avant, en 3-4 heures, ils sont dans cet état de transe subtil, où ils ont le sentiment d'être un peu accueillis de manière cosmique, parce que c'est des poussières d'étoiles qu'on accueille, et ça leur amène un bien-être vraiment profond. En fait, les impulsions que tu donnes, c'est en observant ces personnes ou tu discutes un peu avec avant? Comment ça se passe? Alors, pendant très longtemps, j'ai fait du travail psychocorporel, en allant chercher le contenu des histoires des personnes et en essayant d'organiser, d'harmoniser le contenu. Ici, je ne fais plus ça du tout. Il y a quelque chose qui est universel dans le besoin de l'âme, chez tous les humains. Et il y a aussi quelque chose qui est universel dans la réponse physiologique des humains à la musique. Et donc au fil des années, j'ai fini par devenir un peu expert en sémantique musicale, à comprendre tel contenu dans la musique va produire tel type d'émotion, va produire tel type de gestuelle, ou en tout cas tel type de gestuelle suggéré va être soutenu par la musique, et tel type de gestuelle avec tel type de musique produit tel type d'émotion, tel type d'abandon, tel type de... Alors il y a des musiques qui produisent des sentiments d'accueil et de bienveillance, et en mettant tout ça l'un derrière l'autre, il y a la première partie, je fais un peu DJ. Donc les gens, ils viennent à une séance de travail hautement spirituel sur leur présence, et je fais DJ, on fait discothèque, quoi. Tu vas choisir les morceaux en fonction de ce que tu sens et ce que tu perçois en même temps. Je vais plutôt les choisir en fonction d'une réponse universelle qu'ont les humains dans tel type de musique. Donc, je vais être plus concret. Oui, je viens. Donc, si on prend une tradition africaine de percussion, la tribu va tout fêter avec des percussions. Donc, les bébés, quand ils arrivent, ils ne sont même pas encore arrivés, ils entendent les percussions. Et puis, dès qu'ils arrivent, ils entendent les percussions, ils voient les adultes qui dansent. Donc, ils dansent sur les percussions. Les percussions, elles servent à la fois pour célébrer des moments de fête, de réjouissance, les anniversaires, les mariages, mais aussi les décès, les récoltes, et puis ça sert aussi à faire des rituels chamaniques pour guérir. Donc c'est le même support musical. Donc à un moment donné, je me suis dit, faut qu'on arrête à vouloir faire du chamanisme exotique, on n'a qu'à prendre les mêmes bases. Alors, chez nous,
qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Ben, pas des percussions africaines, c'est Kool and the Gang, c'est Earth, Wind and Fire, c'est des groupes comme ça. Donc, j'ouvre la séance avec Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire et tout ce qui fait danser les gens. Et je les amène juste dans un espace de réjouissance et de danse complètement libre. Il n'y a aucune instruction, on fait la fête, danse, lâche-toi. Ouais. Et puis après, je commence à changer le contenu rythmique et mélodique des musiques. Et sans rien dire, les gens ils s'adaptent. Et si ils ne s'adaptent pas de manière suffisamment fluide, à un moment donné, je donne juste une instruction. Je dis, on va plutôt danser comme si on était en train de faire ça, ou comme si on était en train de faire ça, mais c'est juste comme vous le sentez si vous en avez envie. Donc l'espace, il est libre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien qui vient contraindre la personne à répondre aux instructions que je donne. Et au bout d'un moment, rien que les musiques par elles-mêmes amènent les personnes à être dans des états où c'est de plus en plus vaporeux, de plus en plus planant. La danse, elle devient un peu comme un voyage sidéral. Hein? Et puis il y a tout qui commence à se calmer, se poser. Et là, les personnes sont prêtes. Et on n'est pas encore dans Morikatan. On est juste dans une préparation. Mais rien que la préparation, les gens, ils sont super contents. Ouais, effectivement, si on peut danser. C'est juste danser et il n'y a aucune contrainte, quoi. Et puis quand les personnes, à un moment donné, sont vraiment prêtes, il y a quelque chose qui est aligné, qui est posé, il y a une réponse physiologique très très forte sur les musiques qui ont été proposées. Là, avec mon équipe, on montre ce que c'est que de rentrer dans cet état de transe très subtil de Morikatan. Et dans cette danse-là, les personnes, elles sont invitées à ne plus rien faire du tout, à disparaître, à oublier leur présence. Et donc, c'est à un moment donné le corps, la présence sacrée de la personne qui utilise le corps et qui commence à se manifester. Mais on dit bien aux personnes, surtout vous ne dansez pas, hein. Vous allez vous planquer quelque part. Du coup, tout le monde reste debout à sa Les, place. alors, les gens sont debout. Dans un premier temps, il ne se passe rien. Ouais. Et puis tout doucement, le corps commence à s'animer, à se mettre en mouvement. Et le mouvement peut être soit l'expression de l'âme ou de l'essence de la personne qui se met en mouvement. Et donc du coup, quand la personne elle vit ça, elle accueille la profondeur du sacré de sa présence. Oui, et c'est prodigieux parce qu'elle a un sentiment de « Waouh, mais je suis tout ça !» Et puis j'ai un sentiment d'amour à l'intérieur de moi, enfin quelque chose de gigantesque, parce que l'accueil est absolu. L'accueil de ce qu'il y a de plus précieux chez la personne se fait dans cet espace-là. Il y a aussi d'autres moments où le mouvement que prend le corps, il sert à libérer des aspects traumatiques de la personne qui sont inscrits au niveau de l'ego, mais qui empêchent justement l'âme de respirer. Et donc, je commence à repérer un catalogue de mouvements où je vois, ça c'est l'âme qui respire, là c'est le corps qui commence à se débarrasser des charges, des refoulements, des charges traumatiques. Et la personne ne sait même pas que c'est des charges traumatiques qui remontent. Du coup, là, tu t'approches de ces personnes dans ces cas-là? Alors en fait, donc, je réfléchis parce que c'est plus compliqué. Non, non, c'est très délicat d'aller toucher les personnes, justement parce qu'il y a cette expression de l'âme qui arrive. Donc, quand moi je vais toucher les personnes, je veille aussi être dans un état de transe pour entendre de manière très 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 subtile tout ce qui est en train de se passer. J'y vais pas avec de la réflexion de la tête. Et il y a un premier type de contact que je peux faire, c'est que je vais légèrement toucher la tête de la personne et ça vient l'aider à augmenter l'état d'abandon dans la transe. Donc ça c'est le premier type de toucher et déjà ça crée une sorte d'appel d'air chez la personne où ça vient aider à dissoudre des résistances inconscientes mais où le sentiment de bien-être et de respiration augmente. Ça c'est un premier type de toucher. Et puis après, quand la personne rentre dans un mouvement et où je reconnais que ce mouvement-là est une tentative de se libérer de charges traumatiques, parfois le mouvement de la personne est suffisant, mais parfois le mouvement il devient un peu comme dans un labyrinthe. La personne elle tourne, ou quand je dis elle tourne en rond, pas au niveau de la danse, mais dans le pattern du mouvement, ça tourne et il n'y a pas nécessairement des grandes dissolutions qui se font, simplement parce que la personne qui a vécu ces traumas,
c'est comme tout le monde, hein, une personne qui vit des traumas, c'est juste parce qu'elle n'a pas été accompagnée Ouais. au moment de l'événement par quelqu'un qui puisse lui donner les ressources pour le traverser en se sentant accompagné. Et donc, ce qui est super cool pour l'animateur, c'est qu'il soit persuadé que son truc il marche. Et donc il y a toujours un petit stress là derrière. Ouais. Donc moi je vois bien dans l'état vibratoire dans lequel je suis, hein, comme je suis de manière complètement imperceptible, quand même en transe, dans la danse, j'ai pas nécessairement besoin de toucher les personnes. Rien qu'en les ayant en face de moi, je vois bien dans quoi ils sont. Et Maori Katan, c'est une transe extrêmement subtile et spécifique. Et donc, si la personne n'est pas juste alignée sur cette transe-là, ben, les effets Maori Katan ne se produisent pas comme attendu. Et donc, je vois bien qu'il y a plein de personnes chez qui le propre chemin individuel d'abandon ne leur permet pas d'être dans la vibration Maori Katan. Il y a encore un peu de résistance. Donc, elles n'y sont pas. Ouais. Donc, pour moi, elles ne sont pas au point de rendez-vous. Mais pour elles, le fait d'avoir fait le chemin qui était proposé par la musique, elles ont l'impression d'être au rendez-vous. Donc même pour les personnes qui, à mes yeux, ne sont pas au rendez-vous, pour elles, elles y sont. Et c'est magique pour elles. En fait, elles reviendront. Et ça Ah, si elles ont envie de revenir, elles reviendront. Et ça se fera progressivement, là, justement. Ouais. Mais même pour les personnes qui ne sont pas à cet endroit-là, puisqu'il n'y a pas de référence, même pour ces personnes-là, c'est magique. Donc moi, en tant qu'animateur, je vois que tout le monde est content. Même ceux qui, selon mes critères de qualité vibratoire, ne sont pas rencontrés dans la danse de certaines personnes. Ben, même les personnes qui ne vont pas jusqu'où là, pour moi c'est l'idéal, c'est déjà grandiose pour elles, avec le chemin qu'elles ont fait. Donc finalement, c'est un espace où tout le monde est content. Et ça enlève complètement mon stress de me dire, oh, est-ce que je vais réussir à l'amener là? Non, je laisse juste faire les processus à la fois spirituels chez la personne, au niveau de l'âme, le besoin de nourriture de l'âme, et les réponses physiologiques aux musiques. Et donc, moi, finalement, je dois juste choisir des bonnes musiques en comprenant ces réponses physiologiques, hein, et je guide juste avec les musiques. Et c'est presque la musique qui invite la personne, qui guide sur le chemin, avec très très peu d'instructions. Ça veut dire que peut-être pour certaines personnes, il faudra qu'il y ait un type de musique, un type d'onde peut-être, je sais pas, pour vraiment l'amener à son état de transe. Non, c'est pas la musique, c'est l'apprentissage de pouvoir abandonner la vigilance en se sentant dans un espace de bienveillance et de sécurité. Donc ça ne dépend pas de la musique, ça dépend du parcours de la personne. Et certaines personnes ont des vécus qui sont tels que, consciemment ou inconsciemment, elles sont avec des très hauts niveaux de vigilance, avec pas un sentiment de sécurité nécessaire, ou alors avec un ego, même pas peur, même pas mal, pour lutter contre toutes les peurs qui sont là. Donc il y a tout ça qui doit se dissoudre pour rentrer dans l'état d'abandon propre à cette transe. Et c'est une transe qui a ceci de particulier. Donc les transes chamaniques, elles se font avec beaucoup d'informations sensorielles. Il y a des cris, il y a de la danse, il y a des couleurs, il y a les grelots, il y a le tambour, etc. Donc c'est de la transe à laquelle on accède en saturant les canaux de perception. Ah, okay. La transe Maori Katan, c'est l'inverse. C'est une transe qui aboutit, qui arrive par réduction de la vigilance. Alors, de la transe chamanique, on peut la provoquer. C'est un peu comme l'hypnose. Si j'augmente la saturation de tous les canaux, la personne va tomber en hypnose ou va tomber en état de transe. Par contre, c'est impossible de forcer la personne à réduire son niveau de vigilance. C'est l'environnement qui doit amener ça. Donc, on a découvert avec Maori Katan que ça allait extrêmement vite. J'arrive avec Maori Katan à des états de réduction de vigilance et d'états de transe par régression beaucoup plus rapidement que tout ce que j'ai pu essayer de faire en biodanse. Et beaucoup plus profondément. Donc j'étais surpris de ça. Donc je me suis dit, j'ai essayé des trucs avec des personnes pendant des années, et je me suis rendu compte que le niveau de vigilance, il restait bien alimenté. Là, dans Maori Katan, ça va très très vite. Et même les personnes qui n'arrivent pas à un niveau de vigilance tel que l'âme puisse complètement se manifester, c'est déjà des états de paisibilité inconnus au bataillon chez ces personnes-là avant. Donc c'est vraiment des moments fabuleux pour elles. Mais c'est vraiment en lien avec à créer un espace de sentiment d'accueil
où la personne peut accepter de ne plus être là, de ne plus rien faire, de tout abandonner. Wow, c'est hyper puissant. Je reste sans voix, j'accueille. Mais c'est vraiment un truc qu'on a découvert, on s'est pas mis à réfléchir en se disant on va faire ça. C'est avec les instructions que j'ai reçues des entités qui nous ont accompagnés, on a fini par réaliser, waouh, mais c'est un cadeau fabuleux. Et vraiment facile, quoi, une séance de 3-4 heures, et puis les gens, ils y ont accès. Ouais, c'est là que je trouve que, un autre point que je trouve génial, c'est que c'est de la danse, c'est de l'art. Et tu vois, ça dédramatise, on ne met pas les mots dessus, c'est le corps qui parle. Ouais. Alors que tu vois, si je pense à la psychanalyse, bon, c'est juste mental, verbal, bon, différentes approches, où il y a toujours cette espèce de ressassement, quoi, quelque part. Alors que là, bah, on est dans la présence, on est dans l'accueil, par je trouve que c'est une approche artistique, en fait. Oui, et je n'avais pas réfléchi à ça comme ça, mais probablement que c'est la part artistique de l'âme, parce qu'il n'y a pas de chorégraphie, quoi. Il n'y a absolument rien qui est suggéré comme forme de mouvement pour que ça marche, quoi. C'est juste, voilà, on met la musique, ça te plaît, danse, c'est bon. Ouais, ça me fait penser aux enfants, tu vois, ils ont envie de dessiner, ils ont envie de chanter, ils font ça, ils se laissent aller à ça. Et là, c'est un peu retrouver quelque part un état d'enfance, quoi. Oui. Ben, en fait, c'est un peu, c'est les petits qui, en Afrique, qui dansent avec les percussions, ben, quand ils sont grands, ça, il y a la même libération pour danser sur les percussions. Donc nous, ici, on le fait avec des musiques anglo-saxonnes, mais c'est exactement la même idée. Et l'idée, c'est vraiment de produire de la réjouissance, quoi. Je dirais, je me dis, c'est presque la même chose qu'en discothèque. Non, parce qu'en discothèque, il y a de la séduction. Oui. Ici, il n'y en a pas. Oui. Ici, il n'y en a pas. C'est juste. Et il y a des personnes qui ont envie de se sentir regroupées à certains moments très rythmiques et très festifs dans la musique. Ils se regroupent. Mais ceux qui n'aiment pas ça, ils restent dans les coins et c'est pas un problème. Il y a des problèmes nulle part. À aucun moment. Et le processus se fait. Donc, moi, je suis content de me dire, à un moment donné, je viens pour faciliter des espaces où il n'y a aucune contrainte, si ce n'est celle d'avoir l'opportunité de se rencontrer, de s'accueillir et d'être heureux de sa présence. Et quand, pour toi, quelqu'un qui est vraiment présent, qui a appris grâce à la danse Maori Katane à s'ouvrir, à se reconnecter à son âme, du coup, ça doit être une transformation très très profonde où elle retrouve toutes sortes de perceptions. Qu'est-ce que tu as constaté comme changement, jusqu'où ça a pu amener des personnes? Le premier changement qui apparaît, c'est le fait que la personne elle ait un espace pour elle où elle ne doit rien à personne. Notre éducation fait que si on n'a pas fait un minimum de travail sur soi, la plupart du temps, on a tous une blessure de l'ordre de l'attente de la reconnaissance, l'attente de l'amour, et où on est à l'extérieur de nous, en train de faire des choses pour cet extérieur, en attendant d'être accueilli, d'être reconnu ou d'avoir le droit. Mais un espace où on peut juste être nous, où il n'y a personne qui vient dire quoi que ce soit, et où en même temps cet espace-là nous accueille, c'est extrêmement rare. Et Maori Katane offre ça extrêmement rapidement. Dans quelques heures, on a accès à ça. Donc il y a des personnes, elles reviennent juste pour avoir ce petit moment de grâce pour elles quand elles dansent. Ça, c'est au début. Après, avec l'équipe, on est en train de mettre en place quelque chose de très répétitif et d'un peu rigoureux, comme un moment de rendez-vous spirituel par semaine, etc. Et là, il y a d'autres effets qui apparaissent. C'est que la personne s'accueillant dans son centre, elle finit par être consciente de toutes les blessures qu'il y a dans l'ego qui commencent à se défaire. Donc là commencent à apparaître des émotions qui se libèrent, mais spontanément. C'est une forme de méditation très particulière où le corps commence à nettoyer tout ce qui s'est inscrit comme dans la mémoire cellulaire, de l'ordre des blessures, des tristesses, des choses difficiles. Et
et c'est une sorte de nettoyage qui commence à se faire progressivement. Alors donc, en fait, ça aboutit à ce que, progressivement, la personne qui était la majorité du temps à l'extérieur d'elle-même, en train de composer avec l'extérieur pour avoir le droit d'être qui elle est, eh ben, cette danse-là, elle aide à revenir progressivement très fort à l'intérieur d'elle-même et à commencer à être nourrie par sa propre présence, à accueillir qui elle est. Et au fil du temps, il y a une différence qui commence à se faire entre les choix que je fais par réflexe pour être bien vu de l'extérieur et des choix que je commence à oser faire juste pour moi, parce que tout, en fait, toute l'harmonie, elle est au cœur de moi. C'est un espace d'harmonie aussi, et c'est aussi un espace de refuge. Donc les personnes, elles apprennent aussi que cet espace-là, c'est un espace de refuge, et quand elles ont dansé un certain nombre de fois, ben, le corps, il finit par avoir fait un cliché de cet endroit-là, de bien-être, et donc ça devient un endroit de refuge, une référence de refuge. Et en tout cas, la personne, elle sait qu'il y a ça d'elle qui existe, et que jamais plus personne pourra le lui enlever. Ouais, c'est énorme. Mais en fait, tu n'as pas besoin, par exemple, je me rappelle d'un livre que j'ai lu de Viktor Frankl, où lui, la logothérapie, c'est donner du sens à la vie qui permet aux personnes de justifier leur présence. Mais là, ça se justifie par le fait d'être. Oui, parce que donc là où moi j'en suis dans ma propre perception de mon chemin, j'ai le sentiment que mon âme continue à être limitée par mon ego. Alors il y a des moments où je sens vraiment très fort que je suis identifié à l'âme, au souffle. Et que mon corps, c'est juste un véhicule. Et que mes gestes, ma voix, tout ça, je ne m'identifie pas à tout ça. C'est juste la matière qui a pris cette forme-là, mais je m'identifie vraiment au souffle et à l'âme qui est là. Et puis il y a des moments où je ne suis pas centré comme ça, je suis très identifié à qui je suis. Bon. Et ben, j'ai perdu la question. C'était quoi? En fait, si tu veux, c'était parti d'une réflexion, d'un souvenir que j'avais. Ah oui, le fameux sens. Viktor Frankl. D'accord, oui, et le sens. Oui. Et en fait, j'ai réfléchi pendant ce moment de confinement, parce qu'il y a des personnes qui se sentaient un peu en perte de repère, en perte de mouvement, ou qui commençaient à procrastiner. Et puis, je me suis rendu compte que, mais en fait, les personnes qui sont dans la procrastination, c'est parce qu'elles n'ont pas ce lien avec leur essence. Parce que l'essence de la personne, elle est vibratoire. Et donc, une personne qui est au contact de son essence, même en ne faisant rien, en abandonnant tout, la vibration de l'essence va commencer à créer du mouvement, va mettre la personne en mouvement. Et donc, si on tire très fort sur l'élastique, on pourrait dire, on va à l'endroit de l'éveillé. L'éveillé, il ne doit plus rien faire. Il est juste dans sa vibration profonde, et c'est ça qui crée le mouvement. Et pas lui qui a besoin de donner du sens à ce qu'il fait pour pouvoir le faire. Il y a quelque chose qui disparaît et qui se met en mouvement tout seul. Et de plus en plus, je goûte à cet état d'être où auparavant j'avais énormément de peur parce que je me disais mais quel projet dois-je mettre en place pour que ça attire des gens, parce qu'il faut que je puisse vivre, etc. etc. Et puis là, il y a tout ça qui est complètement disparu et je suis presque en méditation sur ma présence. Et ça vient tout seul. Et à un moment donné, le truc se met en route tout seul. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Un des effets de ça, par exemple, c'est le fait que tu sois là en train de m'interviewer. Moi, j'ai rien demandé. Écoute, par contre, ça me fait un plaisir fou et ça me permet de parler de Maori Katane. Donc, si je m'étais dit, quelle stratégie vais-je mettre en place pour parler de Maori Katane, j'aurais été dans le stress de faire. Et là, j'ai juste accueilli qu'est-ce que ça m'apporte. J'aurais pu profiter du confinement pour faire plein de petites vidéos pour parler de ça, ce que j'ai pas fait. Par contre, avec l'équipe, on a vraiment mis en place tout un procédé, une procédure pour augmenter la dimension spirituelle, la connexion spirituelle de chacun à Maori Katane. Et on a juste nourri et célébré la présence. Et puis toi, tu viens, tu proposes ça. C'est une réponse à cette manière de faire. Ouais, c'est génial. Je suis ravie de ça. Moi aussi. J'avais une question par rapport
à ce que tu disais. Donc là, cette connexion, je pensais à des personnes que je connais et qui reçoivent, tu vois, qui sont connectées, mais qui sont malgré tout dans la procrastination. Donc je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'ego qui filtre, qui fait tampon du coup. Je sais que l'état de connexion à ma présence et qui amène cette paix-là, c'est beaucoup plus récent que les connexions que j'avais avec les animaux de pouvoir ou les esprits qui me donnaient des indications. Ouais. Parce que je pense qu'il y a moyen d'être connecté et complètement névrosé. Ouais. Donc, ça n'est pas le fait d'avoir été connecté qui a fait que j'ai été en paix. C'est le travail que j'ai fait sur ma propre histoire pour amener de la paix. Et le fait d'avoir été connecté, ça m'a donné des indices, ça a aidé à faire des choses. Mais ça n'est pas le fait d'être connecté qui amène la paix. D'ailleurs, j'ai trouvé extraordinaire un bouquin écrit par Kornfeld, j'oublie son prénom. Kornfeld, le bouquin s'appelle Après l'extase, la lessive. Et où il explique à quel point il y a des gens éveillés qui sont complètement... Alors, je ne sais pas si j'utilise ce mot-là, mais pour moi, ils sont à la fois éveillés et complètement névrosés. Ils ont atteint l'éveil parce qu'ils ont enlevé de leur environnement toutes les sources d'effets miroirs pour leur dire à quel point ça ne va pas. Ouais, d'accord. Et puis après, ils quittent cet espace de retranchement, ils reviennent dans la ville, ils vont à la banque, ils vont retrouver leur cousin ou une réunion de famille, et ça explose. Donc ce qui montre qu'on peut atteindre, avec des pratiques journalières, des états vibratoires fabuleux, et c'est pas pour ça qu'on est vraiment dans un état de paix où les blessures ont été résolues, où toutes les tensions se sont dissoutes. Il y a moyen d'avoir de la paix en la provoquant tous les jours. Hein. Je veux dire, la méditation, ça ne fait pas disparaître la crasse qu'il y a dans l'eau. Ça amène la crasse à se poser au fond de l'eau. Alors l'eau, elle l'éclaire, mais si on secoue la bouteille, ça remonte. Donc il y a autre chose à faire que juste ça. Il y a tout un processus pour vraiment nettoyer notre histoire de toutes les blessures qui sont là. Parce que si la technique que l'on utilise sert juste à calmer les mouvements, bah, tant que j'ai de la force psychique pour calmer le mouvement, ça va. Mais quand j'en ai plus, il n'y a rien. Donc pour moi, c'est pas la même chose que de s'inscrire dans un processus où les blessures et toutes les traces là, elles vont commencer à se dissoudre, à se défaire, parce que j'ai laissé ces émotions-là revenir, et le traumatisme et les refoulements disparaître et se dissoudre. Donc c'est pas exactement le même boulot. Ouais, ok, je comprends. Et j'aimerais que tu nous parles maintenant du souffle. Comment tu le ressens? Je suis essoufflé. Là, je vais pas être le bon client pour ça, parce que je sais que je dois avoir des trucs liés au souffle. Quand par exemple, un des instruments que je joue vraiment le moins bien, c'est la flûte, parce que je suis vite à court de souffle. Donc je fais 3 notes et puis il n'y a plus rien. Donc j'ai assez du mal avec ça. Et je me dis, je dois sûrement avoir un petit problème de souffle. Et puis, probablement dû aussi à des compensations affectives. J'ai bien mangé, donc j'ai accumulé de la matière. Donc quand je cours, je suis très vite essoufflé, etc. Donc je me dis, bon, si je voulais, je pourrais m'occuper de ça aussi, parce que tout est symptôme pour aller s'occuper de plein de trucs. Mais j'ai jamais vraiment beaucoup pioché dans ce coin-là. J'ai un ami qui fait ça, qui s'occupe de ça, et qui bosse super bien, et avec qui justement je vais programmer un stage où lui va faire respirer les gens dans un mode de respiration constante, et il a une lecture extraordinaire quand les gens respirent, et moi je leur fais danser Morikatan après. Donc comme ça, il y a une forme d'universalité dans la proposition, et de se dire, bah voilà, ceux qui sont plus sensibles à la danse et à la musique, eh ben, ils vont vivre ça au travers de Morikatan, et ceux qui sont plus sensibles à leur respiration, etc., ben, ils vivront pendant qu'il les fait respirer. Mais on va organiser des stages ensemble. Ah ouais, super. Ouais. Bah, tu mettras tout ça sur ton site. Hein, oui, tout ça sur le site jour après jour. Oui, tout à fait. Ouais, mais je pense qu'effectivement, c'est complémentaire, parce que le souffle manifeste des états émotionnels, des blocages. On voit, suivant la façon dont on respire, ça va être plus ou moins ample, ça va être ventral, ou alors dans le buste, etc. Quoi.
Et à chaque fois, ça correspond à un vécu, ça correspond à... Bon, il y a vraiment matière là. Oui, moi j'ai une approche qui est extrêmement basique. Quand je touche les gens, je peux sentir, non pas au niveau physique, mais au niveau psychologique, si ça respire ou pas. Leur histoire, est-ce que leur histoire respire? Mais après, bon, c'est déjà pas mal, mais ça se limite à ça. Par contre, mon ami Silvio, lui, il voit respirer une personne, et il a un scan, c'est hallucinant, quoi. Donc, à la limite, je me dirais, bon, je bois un coup avec lui, mais tu me regardes pas respirer. Parce que c'est vraiment impressionnant, il a une lecture extrêmement précise de tous les enjeux psychospirituels chez la personne en la regardant respirer. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va faire des stages ensemble, parce que c'est précieux, quoi. En fait, quand je parlais du souffle, je t'avais entendu mentionner le souffle comme quelque chose d'ordre spirituel. Tu vois, découvrir son souffle, comment t'exprimer ça? Oui. Tu vois? Oui. Donc, je suis contente que tu aies fait cette parenthèse parce que ça a permis que Oui, tu parles oui, parce que j'ai ce stage. utilisé souffle dans le sens de le souffle âme psyché, Oui. en lien avec ça, avec la présence. Donc j'ai utilisé souffle comme étant le symbole de la présence, pas tout ce qu'on peut voir dans la respiration de la personne. D'ailleurs, je n'avais jamais utilisé ce mot-là avant, souffle, jamais vu. Bon, voilà. Il y avait sûrement un intérêt quelconque à ça. J'ai utilisé ce mot-là pour, comme j'utilise celui présence sacrée, la part divine de la personne, l'étincelle, la présence, l'âme. Voilà. Et pour toi, t'es fortement conscient, je pense, des vibrations. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta conception du monde? Est-ce que c'est vibratoire, ta conception de l'homme aussi en même temps, peut-être? Là où de nouveau, j'en suis aujourd'hui, parce que peut-être ça peut changer, et c'est juste une perception très très subjective, mais en tout cas, mon quotidien maintenant, il est fait de la conscience que j'ai que la planète, la Terre, c'est une sorte de gigantesque bac à sable où il y a de la matière à disposition pour que les âmes changent de plan vibratoire, s'inscrivent dans la matière. Alors, la densité de la matière, c'est quelque chose qui est atroce pour l'âme, parce que ça vient justement donner de la densité à tout ce qui ne va pas. Donc, le fait que l'âme s'inscrive dans de la matière, eh ben, elle peut voir toutes les névroses qui apparaissent, hein, et tous les conflits, toutes les tensions intérieures. Alors, ce que je comprends de l'âme, au travers juste de mon parcours, pas de ce que j'ai lu, et peut-être ce que je raconte est complètement à l'opposé des grandes traditions, j'en sais rien. Mais j'ai l'intuition que l'âme, elle vient avec deux choses. Elle s'inscrit dans la matière parce qu'il y a des choses à résoudre. Ou non, j'aime pas le mot résoudre, pas des choses à résoudre, des choses à affiner. Oui, si je prends un sportif, un joueur de tennis, ben, il fait un stage, ben, il apprend le coup droit, ben, il va faire un stage, il apprend le coup gauche, le revers, et puis après, il affine sa technique. Donc je pense que l'âme, elle vient s'inscrire dans la matière pour aller affiner son harmonie, et pas résoudre des problèmes, affiner son harmonie, au travers de toutes les tensions qui apparaissent et dont elle a à se prendre en charge pour les dissoudre. Il y a ça, et il y a une autre facette qui est les talents et la lumière de l'âme qui vient pour participer à la co-création dans l'univers. Et pour moi, il y a les deux. Et je pense que l'âme doit se sentir pas très bien si l'ego est trop tendu, au point que l'âme ne puisse pas délivrer ce qu'elle est venue apporter pour participer. Et en tout cas, en ce qui me concerne, plus je m'occupe de réduire les problèmes d'ego au travers de tous les effets miroirs que je rencontre tous les jours, plus je sens qu'il y a quelque chose qui s'apaise, d'une part, et plus mes relations sont harmonieuses, et ça, déjà rien que ça, c'est cool. C'est cool. Mais en plus, je sens qu'il y a une partie subtile de moi qui arrive, dont je n'ai pas une conscience absolue, mais où j'ai une sorte de sentiment de présence, où il y a une forme de félicité qui grandit, et où, spontanément, j'en viens à poser des gestes qui sont le reflet de cette essence, de ce que l'âme, elle est venue apporter.
et plus de ce que mon ego essaie de récupérer pour exister et pour être là, quoi. Et quand tu parles de l'âme, est-ce que pour toi, la réincarnation, ça peut être une réalité? Est-ce qu'on aurait des choses à affiner donc, d'une vie à une autre? Est-ce qu'on porte des paquets familiaux? Qu'est-ce que tu perçois, toi? Alors, je suis ingénieur, donc j'avais un peu de mal avec ça. Et puis, après, avec tout ce que j'ai vécu pendant tout un temps, je me suis dit, bon, bah oui, j'ai aussi eu des moments de rêve éveillé où je me suis vu dans d'autres époques, à d'autres endroits, etc. Ouais. Et puis, j'ai aussi réalisé, à un moment donné dans mon parcours, qu'il y a des personnes qui préféraient parler de vie antérieure, comme ça les dédouanait de devoir s'occuper du problème qui était quand même là maintenant. Ouais, non, mais c'est pas ma faute, hein, c'était là avant. Ouais, je dis, ouais, mais c'est quand même toi qui vas devoir t'en occuper, parce que ça s'est réinscrit dans ta matière. Hein, bon. Et puis après, j'ai vu que Jung, il dit tout est dans tout. Hein, donc, tout est là dans le présent. Il s'est beaucoup intéressé à l'alchimie, je crois. Aussi, oui. Hein. Donc, à un moment donné, et même pour Jung, les animaux de pouvoir ou les entités à l'extérieur, pour lui, ça peut être des archétypes au fin fond de la conscience. Donc, à un moment donné, je me suis dit, oui, moi j'aime bien ça, je vais arrêter de parler de ça, donc des vies antérieures, parce que sinon, ça servait de voie d'évitement à certaines personnes qui veulent faire du travail sur elles. Donc j'ai dit, je ne parle plus de ça, peut-être ça existe, peut-être ça n'existe pas, moi j'en sais rien. Il m'est complètement impossible de retourner dans la précédente et d'aller faire des vérifications. Après, je me rends bien compte que dans ma manière de parler, je dois forcément intégrer ça quelque part. Et je ne suis pas en train de m'y opposer. Mais je ne suis pas en train de m'y attarder ni de m'y intéresser. Parce que ce qui doit être fait, c'est là maintenant. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'occuper de ça. Parce que ça ne me semblait pas être productif, mais plutôt être de la voie d'évitement. Mais, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Oui, super intéressant. Et tu peux nous parler des différents plans vibratoires? Alors, je ne sais pas s'il y a des strates, je ne sais pas s'il y a des couches, je ne sais pas, moi non plus. Mais je dirais que c'est en lien avec ce que j'expliquais, que l'âme, elle vient pour affiner son harmonie. Ouais. Donc pour moi, affiner son harmonie, c'est monter dans des plans vibratoires plus subtils, plus harmonieux et plus subtils. Bon, je pourrais comparer ça à le feu du centre de la Terre, c'est la réserve de lumière. Mais le feu, quand on le voit, le magma, ça a l'air d'être quand même un peu plus impressionnant que juste la lumière. Mais c'est la même chose. Si le soleil n'est pas là comme matière gigantesque à l'état de fusion chaotique, on n'a pas de lumière. Donc, c'est bien la même chose, mais tout le monde va s'accorder à dire c'est plus subtil le rayon de soleil au ras de l'eau que de s'imaginer la tête dans la masse en fusion. Donc c'est plutôt à ça que je fais allusion, c'est de se dire, mon harmonie manifeste dans un plan vibratoire plus subtil, mais c'est une manière de parler. On pourrait aussi dire, soit j'ai un bloc de granit, et puis après j'ai un type qui le sculpte, et puis il en est à la moitié, il y a des facettes partout, donc on pourrait imaginer que la vibration du bloc de granit, elle s'est élevée au travers du travail de sculpture de l'artisan, et puis quand il y en a fin et qu'il est en train de le polir et puis que ça rayonne, le plan vibratoire il est encore différent. C'est une manière un peu symbolique d'envisager les choses. Mais sinon, ce que moi je sens des différents, non. Mais je m'y intéresse. Je pense que je m'intéresse qu'à des choses qui sont très 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 pratico-pratiques, et à savoir comment je fais pour être bien dans ma vie de tous les jours. Je pense que déjà avec ça, il y a déjà du boulot. Voilà. Ouais, on est d'accord. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose qu'on n'aurait pas abordé jusqu'à présent? Là, je pense qu'on a fait un bon tour, là, et puis j'ai surtout été très content de pouvoir parler de Mauri Catane, parce que en fait, chaque fois qu'on me pose des questions, ça m'oblige un peu à formuler des réponses, et j'en apprends d'autant plus au travers des réponses que j'élabore. Donc j'étais ravi d'avoir fait ces pas-là en avant, et
et aussi, là maintenant, de me sentir obligé de travailler sur cette formation que j'ai annoncée Oui. en grande première. Oui, je m'inscris déjà. Avec plaisir. Ah ouais, partagé. Bon, donc on va clore cette interview pour cette fois-ci. Merci. Je te remercie grandement de cette interview et je veux dire aux internautes que s'ils souhaitent suivre un stage avec toi en Maori Katan ou en Biodanza, etc., je vais mettre sous la vidéo le lien vers ton site et puis tes coordonnées. Est-ce que... Oh, tout est sur le site. Tout est sur Tout le est site. sur le site. Ok. Bon, encore une fois, merci, grand merci. Grand merci. J'ai les mains moites, j'aurais peut-être bien pris. Merci beaucoup parce qu'on a passé un bon moment. Ah ouais, Vraiment super. bon moment. Ah Voilà, ouais, super. voilà. Et j'espère que vous aussi. Voilà. Ouais, j'espère que vous aussi. C'est hyper enrichissant. Et puis voilà, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Des moments de vie, des moments de rencontre, surtout quand c'est formidable comme ça. Merci Christine. Merci Philippe. Merci du fond du cœur. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt. Shumila shamu, shushuladu. Shumila shamu, shushuladu. Shumila shamu, shushuladu. Shumila shamu, shushuladu. Aitinae, 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 aitinae. Madusimbe, Dusinoe.